Pacha, Tifituline, n'avait que 9 ans. Il n'allait pas à l'école, ni en première année, ni dans aucune autre classe. En revanche, il se tenait sur le parking d'un hypermarché et lavait des voitures pour quelques pièces. Et quand il ne sera plus là, on découvrira qu'il y avait eu assez d'occasions d'intervenir, mais qu'aucune n'avait fonctionné. Gorelovo, c'est la banlieue de Saint-Pétersbourg, un quartier où les immeubles soviétiques cèdent progressivement la place aux zones industrielles, aux autoroutes et aux centres commerciaux. C'est là, au 38A du Krasno-Selskoye chaussée, dans une famille nombreuse, qu'il vivait. Sa mère avait 7 enfants, ne travaillait pas. La famille vivait d'aide sociale. Et le père apparaissait de temps en temps sans jouer, apparemment de rôle significatif dans le quotidien. Les voisins diront plus tard que la mère faisait de son mieux, qu'elle aimait sa famille, mais que l'argent manquait et la surveillance aussi. La famille avait été signalée 2 fois pour manquement aux obligations parentales. Pas pour des coups, pas pour la faim, mais plutôt pour ce qui n'était pas là. L'absence d'ordre et d'attention qui physiquement ne pouvait pas se partager entre 7 enfants. L'école n'a jamais marché pour Pacha. Sa grand-mère dira plus tard aux journalistes qu'il n'était tout simplement pas prêt. Il confondait ses chaussures, ne pouvait pas assimiler les notions de base. La médiatrice pour les droits des enfants expliquera les choses plus simplement. Les parents n'avaient jamais déposé de demande d'inscription. Résultat, à 9 ans, il n'avait terminé aucune classe. À la place de l'école, sa vie tournait autour du parking de l'autoroute de Tallinn, devant l'hypermarché Lenta. Pacha s'approchait des voitures et proposait de laver les phares et les pare-brises. En échange, on lui donnait de la monnaie. Parfois 50 roubles, parfois 100. Sa mère dira plus tard aux journalistes qu'elle lui donnait elle-même de l'argent de poche et qu'elle n'était au courant d'aucun petit boulot. Sa grand-mère dira le contraire. La famille savait. Pacha n'avait pas de téléphone. Son ancien appareil était cassé depuis longtemps et on ne lui en avait jamais racheté. Les gens du quartier le connaissaient. On l'avait vu à Novoselier, à Baltiskaya Jemtchaoudjina, mince, à peine 1,20 m, vêtu d'une veste noire à empiècement rouge. Certains habitants n'étaient même pas surpris. Les gamins du quartier traînaient devant les magasins depuis des années. Certains économisaient pour un téléphone. D'autres voulaient simplement se sentir grands. Mais là, vous en conviendrez, c'était différent. Quelqu'un qui n'avait que 9 ans, sans téléphone, sans école, sans surveillance, et chaque jour sur un parking. Le 30 janvier, un jeudi. Vers 2 heures de l'après-midi, Pacha quitte la maison. Il dit à sa mère qu'il va faire de la luge à Kolobanovskaya, puis passer à Lenta. Il portait une veste d'hiver noire, un pantalon bleu foncé à empiècement camouflage, une écharpe beige à carreaux et un sac à dos noir. Vers 5 heures du soir, les caméras d'une boutique d'accessoires à l'intérieur de Lenta le captent. C'est la dernière image. Après cela, le silence. Le soir, sa mère et sa grand-mère sortent le chercher elles-mêmes. Elle pensait qu'il s'était mis au chaud quelque part, qu'il avait pris le mauvais bus, qu'il s'était attardé chez quelqu'un. Elles ne l'ont pas trouvé. La même nuit, la mère s'est rendue au commissariat. Et c'est à partir de ce moment que commence une histoire dans laquelle, comme on le découvrira plus tard, il y a eu des occasions d'aider Pacha. Et pas qu'une seule, mais chacune a été manquée. La police a accepté la déclaration,
Mais les premières heures, c'est toujours l'attente. Pendant que le système se mettait en branle, la mère agissait seule. Elle a fait le tour des cours d'immeubles, vérifié les cages d'escalier, interrogé les copains de Pacha. Ils lui ont donné une piste. Il comptait aller à l'ENTA. Elle s'y est rendue et l'hypermarché a confirmé. On avait vu quelqu'un correspondant à sa description au rayon accessoires en fin de journée. Il était entré, avait regardé, puis était reparti. Ou personne n'y avait fait attention. Ce jour-là, Pacha n'avait rien sur lui, ni argent, ni téléphone, ni carte de transport, juste un sac à dos. Et pour quelqu'un qui n'avait que 9 ans et qui avait l'habitude de traîner autour des magasins, cela signifiait une chose. Il ne pouvait pas être allé loin seul. S'il avait quitté le quartier, c'était avec quelqu'un. Le matin du 30 et 1 janvier, l'équipe de recherche Lisa Alert s'est jointe aux efforts. Le coordinateur Anton Alexeyev expliquera plus tard. La disparition d'un mineur, c'est toujours une recherche à haut niveau d'alerte. Les gens ont commencé à arriver d'eux-mêmes. Un poste de commandement a été installé directement sur l'autoroute de Tallinn. En 24 heures, 249 personnes étaient mobilisées. 37 patrouilles automobiles, 2 déploiements de drones. Les habitants se sont engagés spontanément. Une imprimerie a produit des avis de recherche. Un restaurant a fourni des repas chauds aux bénévoles. En fin de journée, le constat était clair. Le ratissage massif n'avait rien donné. La recherche à grande échelle a été suspendue. À partir de là, seuls les chercheurs expérimentés et les enquêteurs ont poursuivi. Et quand ils ont commencé à examiner les enregistrements des caméras de surveillance autour de l'ENTA, l'une des vidéos a montré quelque chose de précis. Les caméras fonctionnaient 24 heures sur 24 et les enquêteurs n'ont pas eu à chercher longtemps. Sur l'un des enregistrements, Pacha. Il sort de l'hypermarché, traverse le parking en direction du fast-food et s'arrête à côté d'un SUV blanc, Toyota Fortuner. Un bref échange avec le conducteur et Pacha monte de lui-même à l'avant, calmement, sans aucune résistance. Peu après 16 heures, le véhicule démarre. À partir de là, l'itinéraire a été reconstitué grâce aux caméras. Le Toyota emprunte l'autoroute de Tallinn, bifurque sur celle d'Aninskoye. Dernière captation, près du village d'Ialgelevo, district de Lomonosov. De l'hypermarché à ce point, 18 km, un peu plus de 20 minutes de route. Vers 16h45, le véhicule est arrivé à destination. Après cela, ni le Toyota ni Pacha n'apparaissent plus sur aucune caméra. Et là, l'histoire bascule. Tant que les recherches se concentraient sur les cours et les parcs, tout restait dans le cadre d'une disparition ordinaire. Désormais, c'était clair. Il était parti avec quelqu'un et n'était pas revenu. Le comité d'enquête a requalifié l'affaire sous un chef d'accusation grave impliquant l'usage de la force contre un mineur. La recherche bénévole de masse a été suspendue. Seules les équipes expérimentées sont restées sur le terrain, les opérateurs de Lisa Alert et les enquêteurs. La zone de recherche s'est déplacée le long de l'itinéraire du Toyota. Et une question centrale demeurait. Pacha était monté dans ce véhicule de son plein gré. On monte comme ça avec quelqu'un qu'on connaît ou avec quelqu'un qui a déjà fait une promesse. Le Toyota Fortuner était garé devant une maison privée à Ialgelevo. Pas caché, pas remisé dans un garage, simplement stationné devant le portail. La police l'a localisé rapidement. Les caméras le long de l'autoroute d'Aninskoye
ont retracé l'itinéraire jusqu'au bout. Le véhicule était immatriculé au nom de Piotr Gilkin, 38 ans, entrepreneur individuel dans le bâtiment, originaire de Novodrouïevsk, région de Luhansk. Il avait vécu un temps dans la région de Rostov, puis s'était installé dans la région de Leningrad. À Yalgelevo, il occupait une maison privée, vivait seul avec 2 chiens. Selon le média Bumagé, Gilkin avait une fille à peu près du même âge. Il était divorcé de son ex-femme. Quand les journalistes ont tenté de la joindre, elle a entendu le nom de Piotr et a raccroché. Le 31 janvier, les enquêteurs sont arrivés avec un mandat de perquisition. La maison était vide. Gilkin n'était pas là. Mais les caméras de la propriété avaient capté quelque chose. Le soir du 30, le jour même de la disparition de Pacha, une Renault Logan s'était garée devant la maison. Une femme en était sortie, avait passé la nuit avec quelqu'un et était repartie en taxi le matin. Environ 1 heure après son arrivée, Gilkin avait pris le Toyota et était parti quelque part. Il était rentré après minuit. Le lendemain, comme les enquêteurs le documenteront plus tard dans leur demande de mise en détention, il a lavé le véhicule, détruit les enregistrements des caméras de sa propre maison et supprimé des fichiers de ses appareils électroniques. Puis, il a changé de voiture et est parti, laissant le portail ouvert. La piste menait vers le sud-ouest, en direction de la région de Pskov. Selon l'une des hypothèses, sa destination finale n'était pas Pskov, mais les pays baltes. La frontière n'était qu'à quelques heures de route. Il avait des connaissances à Pskov. Gilkin s'est présenté à leur porte et a dit d'emblée « On le cherche, mais il n'est pas coupable. » Pas un mot sur Pacha. Ses amis n'ont pas cherché à en savoir plus et lui ont acheté une nouvelle carte SIM. Gilkin s'est mis à boire, sans doute pour essayer d'oublier, mais oublier n'a pas fonctionné. Le 2 février, la police l'a rattrapé. Les agents ont retracé sa direction de déplacement grâce aux caméras le long de la route, la même méthode qui avait permis de trouver le Toyota. Gilkin a été localisé à Pskov. Lors de l'interpellation, il a tenté de fuir en voiture. Une poursuite s'est engagée. Les agents ont dû recourir à la force. Lors de son premier interrogatoire, il n'a rien dit. Pas un mot sur Pacha. Pas un mot sur ce qui s'était passé dans le véhicule. Pas un mot sur Yalgelevo. Les enquêteurs connaissaient l'itinéraire, connaissaient le véhicule, savaient que Pacha était monté de son plein gré. Mais l'essentiel, où se trouvait Pacha et ce qui lui était arrivé? Gilkin refusait d'en parler. Puis, au bout de plusieurs heures, il a fini par parler. Mais ce qu'il a dit n'a pas clarifié la situation. Au contraire, les questions se sont multipliées. Lors de l'interrogatoire, Gilkin a d'abord gardé le silence, puis a déclaré « Je comptais me rendre moi-même. Vous avez simplement été plus rapide. » Les enquêteurs l'ont consigné, mais ne l'ont pas cru. Un homme qui détruit des enregistrements vidéo, lave son véhicule et fuit dans une autre région ne ressemble pas à quelqu'un qui s'apprête à se livrer. Puis, il a reconnu l'intégralité des faits. Son avocat n'a pas contesté. Et Gilkin a exposé sa version. Calmement, méthodiquement, comme quelqu'un qui avait réfléchi à l'avance à ce qu'il allait dire. Selon lui, il avait rencontré Pacha sur le parking de l'Anta. Ils se connaissaient. Pacha lui avait déjà lavé la voiture plusieurs fois contre de l'argent. Ce jour-là, il l'avait invité dans le Toyota. Et à partir de là, selon la version de Gilkin, un conflit avait éclaté. Pacha lui aurait réclamé 500 000 roubles en échange de son silence.
500 000 de la part d'un enfant de 9 ans. Jilkin a affirmé qu'il s'était emporté et avait frappé Pacha d'un coup de poing à la tête. L'enfant a commencé à vomir. Après plusieurs autres coups, Pacha s'est tu. Selon les conclusions de l'enquêteur, l'issue fatale est survenue à l'intérieur même du véhicule. Jilkin a indiqué un lieu, un point d'eau près de la cascade inférieure de Tchengwerskoye, à proximité du village de Bolchoye-Zaborodie. Des sources qui ne gèlent pas. Il avait attaché Pacha à des tuyaux en fonte et l'avait immergé dans l'eau. Les enquêteurs s'y sont rendus le soir même, mais ont décidé de ne pas chercher dans l'obscurité. Ils attendraient l'aube. La version paraissait lisse, trop lisse. Un conflit né d'un chantage, un coup porté sous le coup de l'émotion, la panique. Un schéma classique. Il est victime des circonstances, pas quelqu'un qui a planifié. Mais une question subsistait. Le silence, à propos de quoi? Que pouvait bien savoir Pacha? De quoi pouvait-il menacer un homme adulte au point que celui-ci décide que c'était plus simple ainsi? À cette question, Jilkin a répondu de manière évasive. Et les enquêteurs l'ont noté aussi. Lui a décidé d'attendre le matin. Pas les bénévoles. L'équipe de recherche Poidium Naidium s'est rendue sur le lieu indiqué dans la nuit. Le ruisseau Simonovski, le secteur de la cascade inférieure de Tchengwerskoye, près du village de Bolchoye-Zaborodie. Dehors, il faisait bien en dessous de 0. Le ruisseau était partiellement gelé, mais pas entièrement. Des sources souterraines maintenaient des zones d'eau libre. Les chercheurs ont inspecté la berge, à la lampe torche. À la surface de la glace, ils ont remarqué une bosse, quelque chose de pris dans la glace, irrégulier, qui ne correspondait pas au relief naturel. Ils ont brisé la croûte à la hache ou au piolet. D'abord, un sac à dos couvert de glace est apparu, noir. Puis, des vêtements. Une écharpe beige à carreaux. Tout correspondait à la description de l'avis de recherche. Vers 4 heures du matin, Pacha a été extrait de l'eau. Les jambes liées avec du ruban adhésif, les mains aussi, la tête enveloppée. De lourds tuyaux en fonte avaient été attachés à lui pour l'empêcher de remonter. 30 kilomètres du parking de Lenta. 4 jours sous la glace. À 6 heures du matin, l'équipe d'investigation est arrivée sur place. Le comité d'enquête a confirmé la découverte. Les constatations et les expertises médico-légales ont commencé. L'affaire a été placée sous le contrôle du siège central. Bastrikin a personnellement demandé au directeur de la direction principale d'enquête de Saint-Pétersbourg, Pavel Vimentsev, de lui rendre compte des résultats intermédiaires. La famille a identifié Pacha. Dans les groupes de quartier de Gorelovo et Novogorelovo, une collecte a été lancée pour les frais d'obsèques. Et voici ce qui compte. Le point d'eau où il a été retrouvé se trouvait à seulement 10 kilomètres de la maison de Jilkin. Ce n'était pas un endroit choisi au hasard. Il connaissait cette route, il connaissait ce ruisseau. Les enquêteurs ont entrepris de reconstituer la chronologie exacte de ce qui s'était passé entre 16h et minuit le 30 janvier. Du moment où le Toyota avait quitté le parking jusqu'au moment où Jilkin était rentré seul chez lui. L'enquête a reconstitué la chaîne, minute par minute. Caméras, témoignages, examen du véhicule, résultats d'expertise, tout convergeait en une seule ligne. Le 30 janvier, vers 16h. Pacha sort de Lenta, traverse le parking en direction du fast-food. Jilkin est déjà là, dans un Toyota Fortuner blanc au pare-choc fissuré. Ils se connaissent. Pacha lui a déjà lavé la voiture plus d'une fois.
Cette fois, Jilkin l'appelle, lui promet de lui acheter quelque chose. Pacha s'approche, monte à l'avant. Peu après 16 heures, le véhicule quitte le parking. Ensuite, 18 km sur les autoroutes de Tallinn et d'Aninskoye, 20 minutes de route. Quelque part sur ce tronçon, quelque chose se produit entre eux que les enquêteurs qualifieront de conflit. Ce qui a été dit exactement, on y reviendra. Mais l'issue est venue rapidement. Jilkin a frappé Pacha d'un coup de poing à la tête. Main droite. Un seul coup, et les vomissements ont commencé. Puis plusieurs autres. Pacha s'est tu. Selon les conclusions de l'enquête, tout s'est terminé là, dans le véhicule. Un traumatisme crânien. Un homme adulte contre quelqu'un qui n'avait que 9 ans. L'issue était scellée dès le premier coup. Vers 16h45, le Toyota s'est garé devant la maison d'Ialgelevo. Et à partir de là, Jilkin n'a pas agi comme un homme en panique. Il a agi comme un homme qui avait déjà décidé de ce qu'il allait faire. Il a trouvé des tuyaux en fonte dans une remise, a enveloppé Pacha de ruban adhésif, mains, jambes, tête, l'a rechargé dans le véhicule, a parcouru 10 km jusqu'au point d'eau, a attaché les tuyaux et l'a immergé, puis s'est rendu dans une station de lavage, a nettoyé l'intérieur, est rentré chez lui après minuit. Tout cela en une seule soirée, moins de 8 heures. Calmement, méthodiquement, sans une seule erreur logistique. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui agit sous le coup de l'émotion. C'est le comportement de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il doit dissimuler. Cette nuit-là, de retour chez lui, Jilkin s'est comporté comme si rien ne s'était passé. Il a passé la soirée avec sa compagne. Ils ont bu. Elle, selon certaines sources, ne savait rien de ce qui s'était produit. Selon d'autres, elle connaissait ses penchants et se taisait. Elle est désormais interrogée et l'enquête examine les deux hypothèses. Le matin du 31, Jilkin a allumé son téléphone et a commencé à lire les informations. Lisa Alert avait déjà installé un poste de commandement. Les avis de recherche avec la photo de Pacha s'étaient répandus sur les réseaux sociaux. Les groupes de quartier se les partageaient. Et lui, il était assis là, à suivre tout cela, heure après heure, chaque mise à jour, chaque publication. Il regardait plus de 200 personnes chercher celui qu'il avait déjà mis dans l'eau. Quand l'ampleur est devenue évidente et que la police a commencé à exploiter les caméras, l'affaire a été requalifiée. Jilkin a paniqué. Il a contacté sa compagne et s'est mis à la supplier. « Dis que j'étais avec toi, que je ne suis pas sorti. » Elle a refusé. Et là, il a compris. Il n'y aurait pas d'alibi. Il avait déjà effacé les caméras de sa maison, supprimé les fichiers, lavé le véhicule. Mais cela ne suffisait pas, parce que le Toyota avait déjà été filmé le long de l'autoroute, et il le savait. Il ne restait qu'une option, fuir. Il a changé de voiture et a pris la direction de Pskov. Lors de son interrogatoire, il dira plus tard « Je comptais me rendre moi-même. Vous avez simplement été plus rapide. » Mais un homme qui surveille les informations, supplie pour un faux alibi et traverse 2 régions en fuyant, ne ressemble pas à quelqu'un qui s'apprête à se livrer. Et si l'on regarde attentivement, un détail devient apparent. Tout ce que Jilkin a fait après cette soirée, effacer les enregistrements, laver le véhicule, ne visait pas à cacher le coup. Le coup, c'est une seconde. Il cachait tout le reste, ce qui avait précédé le coup. La raison pour laquelle il avait invité Pacha dans le véhicule. Sur le papier, Piotr Jilkin avait l'air d'un homme installé.
entrepreneur individuel, bâtiment, travaillait comme chef de chantier. Selon les journalistes, il contractait régulièrement des emprunts auprès d'organismes de microcrédit. Pourtant, il ne possédait pas seulement la maison d'Ialguelevo. Il détenait aussi 2 autres parcelles, un terrain en zone industrielle et plusieurs véhicules. Niveau d'études, secondaire non achevé. Il l'a lui-même confirmé devant le tribunal. Ses collègues de chantier ne disaient rien de particulier à son sujet. Un ancien employé racontait « Il avait l'air d'un type normal. Allait boire un verre au Bagna avec des gens. Rien qui aurait éveillé les soupçons. Mais il y avait un autre versant. Jilkin avait été condamné à plusieurs reprises. Vol d'un ordinateur portable. Vol d'une moto dans la ville de Shakti avec un complice. Agression contre un agent de police. 3 condamnations. Et aucune n'avait abouti à une incarcération sérieuse. Il était resté libre, avait continué à travailler, avait déménagé de région en région, sur les réseaux sociaux. Une couche supplémentaire. Les pages de Jilkin contenaient des partages de communautés d'extrême droite. Il écrivait dans des groupes de discussion de la communauté russe. Commentait une chaîne appelée Nationaliste russe. Appelait à ne pas se taire et à s'organiser. Son avatar Telegram affichait le carré de Svarog, un symbole païen slave ancien. Au moment de son arrestation, la plupart des messages avaient été supprimés et sa page VKontakte entièrement effacée. Et voici ce qui compte. Les condamnations, l'agressivité, les penchants nationalistes, tout cela coexistait avec une vie ordinaire. Le chantier, le salaire, la voiture, la maison. Pour ses collègues, c'était un type normal. Pour le système, un individu sans signalement qui aurait incité quiconque à le surveiller de plus près. Pendant ce temps, Jilkin vivait à 10 minutes en voiture du parking. Ialguelevo est un petit village. Tout le monde se connaît. Et on connaissait aussi Jilkin, mais on gardait ses distances. Une voisine, Valeria, a raconté aux journalistes « Il ne parlait à personne, ne saluait personne. Promenait son chien sans muselière ni laisse et réagissait avec agressivité à toute remarque. On ne le voyait jamais avec de la famille ou des amis. Mais tout cela, des désagréments du quotidien. Ce qui a émergé ensuite était d'une toute autre ampleur. En 2024, dans un plan d'eau local près d'Ialguelevo, des pêcheurs ont découvert un habitant du village nommé Valentin. Un halter était attaché à lui par une corde. Sur son dos, un sac à dos contenant des clés. Les enquêteurs ont examiné les circonstances. Aucune trace criminelle n'a été trouvée et l'affaire a été classée. Les voisins n'y ont pas cru. Valentin était connu au village comme une personne ouverte et bienveillante qui rendait visite à tout le monde et aidait les uns et les autres. L'hypothèse selon laquelle il se serait attaché un halter et aurait sauté dans l'eau ne tenait debout pour personne. Les habitants se sont alors tournés vers Jilkin. Il avait des caméras sur sa maison qui auraient pu filmer quelque chose ce jour-là. Ils ont demandé à voir les images. Jilkin a refusé, sans explication, juste non. Cela a paru étrange, mais personne n'a insisté. L'affaire était classée. Il n'y avait aucun fondement juridique pour exiger les enregistrements. Et puis, Pacha est apparu. Quand les détails ont été connus, l'eau, les tuyaux, le ruban adhésif, le même secteur, les voisins ont immédiatement fait le lien. Le même point d'eau, le même procédé, la même personne à proximité et le même refus de montrer les images de vidéosurveillance. Valeria dira sans détour « Ce lac où l'on cherche Pacha
C'est là que ça s'est passé il y a 1 an. Et le mode opératoire, presque identique. L'enquête vérifie désormais l'éventuelle implication de Jilkin dans cet épisode. Aucune confirmation pour l'instant, mais les coïncidences sont trop nombreuses pour être simplement ignorées. Les parents de Pasha n'étaient pas mariés. Non pas parce que les choses ne s'étaient pas faites, mais volontairement. Selon les journalistes, l'absence d'acte de mariage permettait de percevoir des aides sociales majorées. La case père était vide pour les 7 enfants. Officiellement, la mère était considérée comme mère isolée. Dans les faits, le père vivait à proximité. Il allait et venait, disparaissait parfois pendant des mois. Originaire de Moldavie, il travaillait comme manœuvre quand il travaillait. Aucun des 2 parents n'avait d'emploi déclaré. La famille vivait des aides sociales. 7 enfants, ce n'est pas qu'un chiffre, c'est un manque permanent de tout. D'espace, de nourriture, d'attention, de temps. Dans ces familles, les aînés grandissent plus vite et les cadets sont livrés à eux-mêmes. Et Pasha a décroché avant les autres. Mais il n'était pas le seul. L'une de ses sœurs a été inscrite en première année, en 2020, à la toute fin de l'année scolaire. Avant cela, elle n'avait été scolarisée nulle part. Et en raison de l'inscription tardive, elle a redoublé. Les autres étaient aussi souvent malades et manquaient les cours pendant des semaines, parfois des mois. À un moment donné, quelqu'un a remarqué. En décembre 2025, une commission s'est rendue à l'appartement. Police et représentants de la municipalité. Les questions étaient imprécises. Pourquoi les enfants ne vont-ils pas à l'école? Pourquoi manquent-ils les cours? Pourquoi les conditions de vie sont-elles telles? Après l'inspection, la famille a été placée sur la liste des ménages en situation de danger social. Décembre, 1 mois avant que Pasha ne franchisse la porte et ne revienne jamais. La commission est venue, a tout vu, a tout consigné, a coché la case et est repartie. Aucune mesure d'urgence, aucun suivi, aucun contrôle sur l'endroit où un enfant de 9 ans qui n'allait pas à l'école et qui passait chaque jour seul sur un parking occupait son temps. Un fichier, c'est du papier. Et le papier n'a pas protégé Pasha. Les problèmes dans la famille Tifitouline étaient visibles depuis des années. Mais le signalement, seulement en décembre 2025. Une inspection, une case cochée, 0 suivi. L'avocat Ivan Solovyov dira plus tard sans embâge. Le mode de vie de cette famille et la manière dont la surveillance parentale de Pasha était exercée. Tout cela sera examiné par l'enquête. Mais il y a pire. Selon les journalistes, Jilkin s'arrêtait régulièrement sur le parking de l'ENTA et proposait à des mineurs de faire un tour en voiture contre de l'argent. Pas une fois, pas par hasard, de manière systématique. Il achetait du café aux gamins qui lavaient les voitures, essayait d'engager la conversation. La plupart sentaient que quelque chose clochait et refusaient, mais pas Pasha. Le profileur criminologue Evgeny Lubkov a posé une question qu'on ne peut pas balayer. Pourquoi ces jeunes, à qui Jilkin avait proposé de passer du temps avec lui contre de l'argent, ne sont-ils pas allés voir un adulte? Et il y a répondu lui-même, parce qu'il n'y avait pas de climat de confiance dans leur famille. Parce qu'à 9 ans, on n'a pas de pensée critique, surtout quand les adultes autour de vous ne vous ont pas expliqué ce qui doit vous alerter. Et c'est là que réside la défaillance systémique. Le parking de l'ENTA n'est pas une ruelle sombre. C'est un lieu ouvert et fréquenté. Un homme adulte s'approchait encore
et encore d'enfants qui n'étaient pas les siens et leur proposaient de l'argent. Et personne, ni la sécurité, ni les passants, ni les parents, ne l'a arrêté. Personne n'a appelé la police. Personne n'a posé de questions. Et c'est précisément ce fait, les approches systématiques de Gilkine, qui a conduit l'enquête à réexaminer sa version du chantage sous un angle totalement différent. Dans les pièces du tribunal, la formulation est sèche. Le jeune T, connu antérieurement. 3 mots qui changent tout le tableau. Ce n'était pas une rencontre fortuite, pas une impulsion. Il ne l'a pas aperçu, ne l'a pas interpellé, ne l'a pas emmené sur un coup de tête. Pacha et Gilkine étaient en contact bien avant le 30 janvier. Selon les journalistes, Pacha avait lavé ce Toyota Fortuner en particulier à plusieurs reprises sur le parking. Gilkine payait, achetait à manger, discutait. Lors de l'interrogatoire, il l'a lui-même confirmé. Oui, il connaissait ce garçon. Et alors, tout ce que montrent les caméras, Pacha qui s'approche calmement du véhicule, qui monte à l'avant sans hésiter, ne s'explique pas par la naïveté. Il allait vers quelqu'un de familier, quelqu'un qui lui avait déjà donné de l'argent, qui lui avait acheté du café, quelqu'un qui semblait inoffensif. Si les contacts étaient réguliers, Pacha a eu le temps de voir, de remarquer, de comprendre quelque chose sur Gilkine. Quelque chose que cet homme ne voulait pas montrer. Quelque chose pour lequel il aurait fallu payer pour garder le secret. Ou, à défaut de payer, faire taire autrement. Et c'est ici que la thèse du chantage cesse d'être absurde. Un enfant de 9 ans, qui passait régulièrement du temps autour de cet homme, pouvait très bien avoir appris quelque chose qui n'était pas destiné à être vu. La question n'est plus de savoir si Pacha faisait chanter Gilkine. La question, c'est à quel sujet. 500 000 roubles, un montant précis. Pas « donne-moi de l'argent », mais un ultimatum avec un chiffre. De la part de quelqu'un qui n'avait terminé aucune classe, qui confondait ses chaussures et ne savait pas compter assez bien pour passer un examen médical d'entrée à l'école. Les enquêteurs se sont accrochés précisément à cela. Les agents ont découvert des messages dans lesquels Pacha menaçait de révéler certaines informations et exigeait de l'argent. Ce qui est important, la formulation dépassait son âge, tout comme le montant. La logique même, le silence en échange d'argent, ne vient pas à l'esprit d'un gamin qui lave des phares pour 50 roubles. Alors, les enquêteurs ont posé la question qui a changé la direction de l'affaire. Pacha avait-il imaginé cela seul? Pouvait-il avoir conçu tout seul un schéma de chantage, nommé un montant, formulé une menace? Ou quelqu'un le lui avait-il soufflé? Quelqu'un qui savait exactement quel levier utiliser contre Gilkine? Quelqu'un à qui Pacha avait raconté ce qu'il avait vu ou appris? Et selon les journalistes, l'enquête a développé une hypothèse précise sur l'identité de la personne derrière cette demande. Et cette hypothèse s'est avérée plus inquiétante que le chantage lui-même. Selon la thèse de l'enquête, voici le tableau. À un moment donné, avant le 30 janvier, Gilkine avait proposé à Pacha 5 000 roubles pour des services qui n'avaient aucun rapport avec le lavage de voitures. Pacha avait refusé et avait probablement raconté ce qui s'était passé chez lui. La réaction normale aurait été d'appeler la police, de déposer plainte, d'éloigner son enfant de cet individu. Mais selon la thèse de l'enquête, il s'est passé autre chose. La mère et le beau-père ont appris l'intérêt malsain de Gilkine et y ont vu non pas une menace, mais une opportunité. 500 000 roubles pour une famille vivant d'aide sociale
qui n'avait pas vu de telles sommes depuis des années. C'était une fortune. L'enquête explore la piste, selon laquelle ce sont les parents qui auraient pu concevoir le schéma de chantage, que ce sont eux qui ont fixé le montant et que ce sont eux qui ont renvoyé Pacha vers l'homme qui avait déjà montré ce qu'il voulait, non pas pour laver des phares, mais pour poser un ultimatum. Pacha est allé trouver un homme adulte avec une exigence d'un demi-million, sans téléphone, sans filet de sécurité, sans un seul adulte à ses côtés. Quelqu'un aurait dû le protéger. On l'a envoyé directement vers la source du danger. Cette hypothèse n'a pas encore été officiellement confirmée. L'enquête est en cours de vérification. Mais si elle s'avère exacte, alors Pacha s'est trouvé pris entre deux forces, dont chacune ne voyait en lui non pas un être humain, mais un instrument. Pour l'un, un objet. Pour les autres, un moyen de gagner de l'argent. Les enquêteurs ont interrogé la compagne de Gilkin séparément. Et ce qui compte ici, ce n'est pas seulement sa position, mais ce qu'elle a fait et ce qu'elle n'a pas fait. Elle lui a refusé un alibi, c'est un fait. Mais voici le second fait. Elle n'a pas appelé la police. Ni ce soir-là, ni le lendemain, ni le jour où tous les canaux diffusaient les avis de recherche avec la photo de Pacha. Elle a vu les recherches, savait qui on cherchait et s'est tue. Selon les journalistes, la compagne était au courant des penchants de Gilkin bien avant le 30 janvier. Elle ne soupçonnait pas, elle savait. La nature de ses penchants est consignée dans le dossier, mais n'a pas été publiquement nommée. Elle vivait avec cette connaissance et ne la considérait pas comme un motif d'agir. Et voici ce qui rend le tableau encore plus accablant. Le soir du 30, ce même jour, une Renault Logan s'est garée devant la maison d'Ialguelevo. Une femme en est descendue, accompagnée de quelqu'un de très jeune, a passé la nuit et repartie en taxi le matin. Qui était-elle? Quelle était sa relation avec Gilkin? Savait-elle ce qui s'était passé quelques heures plus tôt dans le Toyota blanc? Tout cela fait actuellement l'objet d'investigations. Mais le fait en lui-même, que quelqu'un ait amené un mineur au domicile d'un homme qui venait de commettre ce qu'il avait commis ce même soir et que personne ne l'ait empêché. Autour de Gilkin, un cercle de silence. La compagne s'est tue, les voisins ont gardé leur distance. Les parents de Pacha, si l'hypothèse de l'enquête est exacte, ne sont pas allés à la police. Ils sont allés chercher l'argent. Chacun savait quelque chose. Personne n'a parlé à temps. L'agence TASS a rapporté que l'enquête examine l'éventuelle implication de Gilkin dans d'autres disparitions de mineurs dans la région de Leningrad. Pas seulement l'affaire Pacha. Un ancien responsable de la division compétente à la direction principale du ministère de l'Intérieur de Saint-Pétersbourg a réagi sans détour. La prison ne guérit pas les gens comme ça. En parallèle, l'affaire classée de Valentin Dialguelevo est en cours de réouverture. Ce même voisin, retrouvé dans l'eau, avec un haltère attaché à lui. En 2024, l'affaire avait été classée comme un départ volontaire de la vie. Désormais, à la lumière de la nouvelle affaire, les coïncidences sont trop nombreuses. L'eau, le lest, le même secteur et la même personne à proximité. Mais l'essentiel n'est pas l'élargissement de l'affaire. L'essentiel, c'est la manière dont chaque fait, rassemblé ces derniers jours, converge vers un seul et même point. Pourquoi Gilkin se rendait-il régulièrement sur le parking de l'ENTA? Pourquoi proposait-il à des enfants
qui n'éteignit pas les siens de l'argent pour faire un tour? Pourquoi Pacha a-t-il tenté de lui extorquer un demi-million? Pourquoi les parents, si la thèse de l'enquête est exacte, ont-ils renvoyé leur fils vers cet homme au lieu d'appeler la police? Pourquoi la compagne a-t-elle gardé le silence sur ses penchants pendant des années? Pourquoi a-t-il fui dans la panique à travers 2 régions en effaçant chaque trace numérique? Chacune de ces questions mène à la même réponse. Chaque fait pointe vers la même conclusion. Le mot qui relie tout n'a pas été prononcé une seule fois dans cette histoire. Mais les enquêteurs ont déjà examiné le contenu de son ordinateur portable, de son téléphone et de ses clés USB. Sur les appareils, ils ont trouvé des fichiers dont le contenu ne laissait aucun doute sur la nature de ses centres d'intérêt. Et désormais, toute l'histoire prend sens. Le 30 janvier, dans le Toyota, Jilkin a proposé à Pacha 5 000 roubles pour des services sans rapport avec le lavage de voitures. Pacha a refusé et menacé d'aller à la police. Il a exigé un demi-million, probablement sur les conseils de ceux à qui il s'était confié à la maison. Jilkin n'a pas frappé pour l'argent. Il a frappé parce que Pacha pouvait tout révéler. Les fichiers sur l'ordinateur portable, la traque sur le parking, les propositions que d'autres avaient entendues aussi. Un seul mot à la police, et sa double vie se serait effondrée en 24 heures. Maintenant, réassemblez cette histoire depuis le début. La nourriture au fast-food, pas de la générosité, mais un appât. Un tour en voiture contre de l'argent. Pas une excentricité, mais une traque systématique. Le lavage de voiture, pas un petit boulot, mais un point de contact. L'effacement des caméras, la fuite vers la frontière. Pas de la panique, mais le réflexe d'un homme qui menait depuis longtemps une double vie. On aurait pu sauver Pacha. À chaque étape, quelqu'un aurait pu intervenir. L'école dans laquelle il n'a jamais été inscrit. Les services sociaux, venus 1 mois plus tôt et repartis avec une case cochée. La sécurité du parking, devant laquelle un homme adulte emmenait encore et encore les enfants des autres. Les parents qui, si l'hypothèse de l'enquête est exacte, ont envoyé leur fils non pas à la police, mais droit vers un prédateur. La compagne qui savait et se taisait. Mais il avait 9 ans. Il lavait des phares pour 50 roubles et il s'est retrouvé seul contre tous. Chers parents et chers adultes, parlez avec vos enfants. Restez en contact avec eux. Posez des questions si vous soupçonnez que quelque chose ne va pas. Car le plus important, c'est la communication, pas le silence. Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis en commentaire, mettez un pouce et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt!